Voilà, c'est parti. Eh ben, bonjour à tous, merci à l'invité d'être venu. Donc on va parler de numérique et de liberté et de souveraineté. Euh, donc je suis Benjamin Sontag, je suis activiste, cofondateur de la Quadrature, l'association de défense des libertés à l'ère numérique, entrepreneur, gérant d'une PME, opérateur internet. On a avec à notre aujourd'hui donc Madame Gwendoline Delfield. Donc vous êtes députée européenne, donc groupe ALE, membre de l'intergroupe LGBT au Parlement européen. Vous êtes membre de la commission, Libé, donc vous travaillez sur le Privacy Shield, qui est un des sujets qu'on pourrait voir aujourd'hui. Vous êtes vice-présidente de la commission des femmes et l'égalité, première ligne au Parlement européen sur la défense des libertés dans l'espace numérique, harcèlement par exemple. Donc Paola Forteza, vous êtes donc députée à l'Assemblée nationale, donc en France, coprésidente du groupe donc écologie, démocratie, solidarité. Donc c'est un nouveau groupe, ce que j'ai compris. Vous étiez rapporteur à l'époque sur la loi de transposition du RGPD en droit français. Et avant, vous aviez travaillé pour Etalab, qui est la start-up d'État qui vous donne une expertise des rapports entre citoyenneté numérique et société numérique et citoyenneté. Enfin, donc Adrien Parot, vous êtes président du collectif Europe hospitalier, association qui réunit des hôpitaux et qui promeut l'utilisation donc pratique libre et d'open source dans le domaine de la santé. Donc concerné de près par les enjeux de production et la circulation des données de santé. Donc c'est une association à la fois technique, juridique et de santé. Voilà. Donc on va laisser une minute à chacun pour un peu parler de votre point de vue, vos avis, vos idées sur le numérique, la souveraineté, les libertés et ces rapports un peu conflictuels, compliqués de la société numérique qui est arrivée comme un ces 5 années et essayer de les uns et les autres vous en déduisez dans votre action politique, soit d'activiste, soit de député au quotidien. Donc, Corfield, démarrer. Merci. Ouais. Donc, par européen, nécessairement, on est très concerné. Les directives européennes aux législations nationales, c'est un pardon où ce qu'on fait et ce qu'on vote a une véritable implication. Vous venez de l'évoquer, le RGPD notamment était un exemple. Voilà, la confidentialité des données et dans les obligations en France, en Union européenne de protection des données des citoyens, le territoire qui est le plus protégé au monde et d'ailleurs des conflits quand on fait du commerce avec les États-Unis sur ces questions-là, parce qu'on leur demande la même protection des données. C'est vrai que c'est une implication pour tous les États membres, puis une implication pour les citoyens, les entreprises, les institutions qui doivent appliquer. De manière plus générale, le RGPD est un est très connu, mais de manière générale, c'est vrai que les questions numériques sont très présentes au européen. Elles sont notamment très présentes dans une commission qui est IMCO, c'est des consommateurs et du marché consommateur, par ce but d'arriver. Aujourd'hui, et aussi pratiquement dans toutes les autres questions, un sujet qui revient régulièrement. D'abord parce que, je veux dire clairement, il y a un effet quelques années. Beaucoup d'internet, après voilà, après on a parlé du numérique, le grand mot à la mode aujourd'hui dans le monde européen, la bulle bruxelloise, l'intelligence artificielle. On fait des groupes de travail sur l'intelligence artificielle tous les jours, nouveaux textes, voilà. Surtout évidemment opportunités économiques, mais comme sur beaucoup de sujets, les conservateurs, parlementaires plus progressistes souvent qu'on va retrouver dans les parlements nationaux, donc c'est plein de choses, femmes, etc. Mais c'est vrai aussi sur les libertés numériques. Et donc le Parlement européen est vraiment un Parlement où la question de la protection des citoyens, des libertés numériques, la question de comment on dans Big Brother, etc., est très présente. Et dans nos résolutions, nos textes, ce sont des choses qui reviennent régulièrement. On se retrouve confronté, par exemple, aujourd'hui à la question dans le futur accord qu'on va trouver avec le Royaume-Uni, qui a sortir de l'Union européenne, sur est-ce qu'ils vont avoir les mêmes garanties pour les libertés numériques et pour les droits, et c'est quelque chose sur lequel on est attentif. Je travaille, moi, dans mes 3 commissions, en Libé, parce que les questions de droits, et tout simplement les droits des migrants, les droits des femmes, les droits des LGBTI, etc., sur toutes ces questions-là. En AFCO, parce que même au Parlement, donc dans celle qui est vraiment
institutionnel, parce que la question même de comment nous, au Parlement, on ne fait pas grands groupes, on ne se met pas à seul des grands groupes, comment on défend nos informations, etc. Et puis en FEM, sur la question, effectivement, par exemple, du cyberharcèlement. Donc c'est vraiment un sujet qui est tout le temps présent et qui nous amène à travailler dans tous ces cas vers ALE, mais à nos côtés avec des gens qui appartiennent au groupe WeNew, donc les centristes auxquels appartient LREM en France, par exemple, avec le groupe SND, donc les socialistes, mais aussi avec des conservateurs. On est vraiment du côté de la protection des citoyens. C'est j'ai envie de dire notre angle le plus important et notre objectif le plus important. On se retrouve aujourd'hui confronté à un problème vraiment qui nous occupe beaucoup et où les solutions sont difficiles à trouver. C'est la problématique de l'équilibre justement entre les libertés numériques et la protection de ces mêmes citoyens face aux agressions. La problématique la plus connue, toutes les violences, les femmes, les propos violents tenus sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., mais aussi envers les LGBTI, aussi envers les personnes d'origine ethnique ou présumées d'une autre origine ethnique, etc. Et donc, de tentation d'avoir de plus en plus des textes durs, avec des demandes des opérateurs, des plateformes, qui censurent, et le risque que non seulement s'installe, qu'en plus cette censure, elle s'applique exactement à ceux qu'on essaye de protéger. Et c'est vraiment notre gros problème chez les Verts, les pirates, et ces débats hebdomadaires, où on trouve ce point d'équilibre-là. Et aujourd'hui, on y est confronté très régulièrement, puisque les haineux deviennent de plus en plus fréquents, parce qu'on sait que ça fait des vrais dégâts, et qu'en même temps, on sait que pratiquement dans tous les États membres, national, législatif et réglementaire est complet, voire déjà très inflatif, et que c'est pas la peine d'en avoir plus, et que maintenant notre problématique c'est de l'appliquer en droit, en personne, en humain, en justice, en police, mais aussi dans les plateformes. On voudrait pas que les plateformes se mettent à censurer, notamment à travers des algorithmes. Donc ça c'est notre autre grosse problématique. Ce sont des algorithmes, parce que quand ils font des choses comme ça, et bien c'est souvent des algorithmes. Les algorithmes, elles ne pensent pas, elles ne réfléchissent pas, elles voient des mots qui leur semblent des mots, elles considèrent homophobes, ce qui n'est peut-être pas le cas, et ça amène à la censure. Et c'est là où on trouve la censure. Dans un monde digital qui est déjà un monde digital fait par des hommes blancs, pour des hommes blancs, où la présence des femmes est déjà très difficile, la présence des gens qui ne sont pas blancs est très peu présente, etc., etc. On sait que les algorithmes sont faits par une certaine partie de la population. C'est ces questions-là sur lesquelles moi je beaucoup travailler et sur lesquelles on essaye de trouver, en cas de cyberharcèlement, etc., les solutions les plus équilibrées. Je m'arrête là peut-être, et puis je reprendrai le sujet après. Et c'est en effet la présentation générale vraiment de toutes les problématiques aujourd'hui de liberté, au niveau européen donc essentiellement, et du Parlement particulièrement. J'ai pris quelques notes après coup. Je vais tout de suite laisser la parole à Paola Forteza, donc députée française. À toi. Très bien, merci. Donc moi, je voudrais me concentrer un peu sur cette notion de souveraineté numérique, parce qu'en lisant l'intitulé de Ronde, voilà, cette notion m'a un peu mal à l'aise, elle me fait toujours un peu grincer des dents, parce que je pense qu'elle peut être un peu dangereuse selon la façon dont c'est devenu un peu le nouveau buzzword du monde du numérique. La souveraineté numérique fait que de nouveaux acteurs s'intéressent au numérique, et ça c'est important. Mais il faut bien voir ce qu'on met derrière. Parce que la vision qui domine aujourd'hui est un peu régalienne, basée sur le territoire, va à l'encontre un peu de la vision du numérique portée, de la vision d'Internet, les pionniers d'Internet, qui était plutôt celui d'un réseau ouvert, qui passe les frontières, qui connaît les gens, qui a un accès au savoir, au contenu, à tout le monde, soit où nous trouvons. Et donc, il y a une tension qu'il faut essayer d'échapper. Je pense aussi que les personnes qui prennent la souveraineté sous cet angle-là se disent on est dépendant des GAFA, qu'on va résoudre cette problématique, on va
numérique français, on va créer des garanties français européens pour pouvoir devenir indépendants. Et donc, ils reproduisent un peu en miroir un modèle du numérique aussi qui nous convient pas, qui est celui peut-être du capitalisme de surveillance, comme ça peut être défini. C'était mes lectures d'été, Shoshana Zuboff, voilà, un beau bouquin que je recommande qui va être traduit en français très, très rapidement, où elle décrit comment ce capitalisme de surveillance est mis en place depuis le début des années 2000, après la .com, où Google a dû changer de business model pour pouvoir vraiment rester à flot. Et donc, c'est là où Google invente la publicité sur la donnée des utilisateurs qu'ils avaient pu récupérer. Au fur et à mesure, en fait, il y a certains paliers qui ont donc les plus importants. Facebook commence à expérimenter pour voir si, non seulement avec ces données des utilisateurs, on peut comprendre et analyser leur comportement, mais est-ce qu'on peut aussi changer leur comportement? Est-ce qu'on peut sur leur comportement? Et donc, leur première observation, c'était qu'ils pouvaient faire que les gens aillent davantage. Jusque-là, bon, pas de souci, mais la deuxième, c'était qu'ils pouvaient changer l'attitude des gens par rapport à les envoyer dans leur feed, faire que les gens soient plus heureux, moins heureux, selon les contenus qu'ils voyaient. Donc, on sait comment elle se poursuit, Cambridge Analytica, etc. On voit aussi des nouvelles technologies voilà, un peu dangereuses jour, comme la reconnaissance faciale. On en discute justement avec les confrères à l'Université d'été de la Soumise. Si ça vous intéresse, il y a un panel sur ces questions-là. Donc, il faut qu'on crée un modèle numérique européen qui ne soit pas le modèle des États-Unis, qu'on sorte un peu de cette idée de Startup Nation, d'hypercroissance, qui est un modèle aussi très très hein, excusez-moi les autres autour de la table, mais donc, quand on prend la souveraineté nationale sous l'angle recréer les mêmes services, les mêmes acteurs aux États-Unis, on se trompe de route. Quand on parle aussi de souveraineté numérique, on mélange beaucoup de niveaux. À quel niveau on est souverain? Est-ce que c'est au niveau de l'hébergement des données? Est-ce que c'est la localisation de l'entreprise qui compte? La nationalité de l'entreprise qui compte? Est-ce que c'est au niveau des normes, au niveau de l'infrastructure? Est-ce que c'est au niveau aussi très important des matériaux rares qui sont de plus en plus importants, parce qu'on sait que l'impact environnemental du numérique se base principalement sur les appareils, les devices, et que ces matériaux rares deviennent de plus en plus importants. Donc on mélange ces discours plusieurs niveaux, on peut faire fausse route. Je vous donne quelques exemples. Stop. On a eu, voilà, de grosses discussions là-dessus. Personnellement, je me suis opposée voilà, à cette application, mais on entendait le gouvernement, par exemple, nous dire on ne peut pas faire d'infrastructures centralisées parce qu'on veut être souverain, et en France, on sait faire du centralisé et on ne veut pas faire autrement, etc. Et donc, on mélangeait des clivages, et intuitivement, on avait des facteurs plus protecteurs des utilisateurs dans ce cas précis, le gouvernement français. Donc, on peut faire comme ça un peu bizarre quand on base sur la souveraineté numérique. Je prends de Microsoft et du Health Data Hub, peut-être vous en parlez tout à l'heure, mais où on répond aussi, mais écoutez, il n'y a pas de problème, rien à voir, les données sont bien hébergées en Europe. Mais la question, où est-ce qu'elles sont hébergées? La question est la nationalité de l'entreprise, parce qu'on sait ce qui s'appelle le Cloud Act, et que donc la NSA pourrait éventuellement voilà, avoir accès aux données des Européens.
Donc voilà, à mon avis, avec cette notion de la souveraineté numérique là, donc je pense qu'il faut la redéfinir. Je me dis si je suis trop... Je pense qu'il faut la redéfinir. Donc, pour la redéfinir, j'essaye de revenir à la base, donc la Constitution en termes de souveraineté, la souveraineté vient du peuple. Donc, je pense qu'il faut redéfinir la souveraineté numérique en termes démocratiques, en termes de maîtrise par les utilisateurs de ces outils, plutôt liés voilà, autour de l'intérêt des et donc, je vous recommanderais par exemple un petit document qui a été rédigé par Henri Verdier sur la place des communs numériques autour de la souveraineté numérique et comment, à travers les communs numériques, on peut accéder à une certaine souveraineté numérique. Les communs définis comme en fait des outils, des plateformes, des infrastructures, etc. Où prime le logiciel libre, où prime où prime le partage, où prime la gouvernance multi-site, ouverte, transparente. Donc c'est une façon voilà, beaucoup plus vertueuse, beaucoup plus saine d'arriver à cette notion de souveraineté numérique en termes démocratiques, en termes de maîtrise par les utilisateurs, par les citoyens. Ce qu'il faut prendre en compte sur cette notion de souveraineté démocratique, donc numérique, c'est qu'il faut qu'on ait de plus en plus les citoyens, les démocratiques qui prennent des décisions sur le numérique, qui puissent nous, par exemple, sur Stop Covid aussi, on s'est beaucoup battu pour créer un débat et un vote à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Donc le gouvernement, lui, n'était pas du tout obligé de passer par le Parlement. Donc immédiatement, un institutionnel qui fasse des décisions qui touchent à l'éthique numérique, il puisse y avoir voilà, des décisions vraiment démocratiques. Ce qu'on a voulu porter aussi, par exemple, c'est de mettre en place une convention citoyenne sur le numérique, comme il y a pu y avoir une convention citoyenne sur l'environnement, parce qu'il y a de plus en plus de technologies qui touchent à nos libertés fondamentales, comme la reconnaissance faciale, le contact tracing, l'intégration, par exemple, des réseaux sociaux pour lutter contre la fraude, etc. Sur les... Il faut que ce tranche des vrais débats de société. Et que pour avoir cette société numérique en termes démocratiques, en termes de maîtrise par les utilisateurs, il faut qu'on ait des régulateurs forts, des régulateurs qui aient les moyens d'agir. Par exemple, en France, la CNIL est complètement sous-staffée. Elle a effectifs, alors que en Allemagne, au Royaume-Uni, les CNIL locales ont 700. Donc on est vraiment à la traîne par rapport à l'immensité des défis de la mise en œuvre de ce règlement. Aussi que les régulateurs puissent avoir accès aux données, aux algorithmes, etc., qui puissent soulever le chaos de ces grandes plateformes. Il y a un vrai bras de fer, et s'il y a des législations à passer, c'est le fait de donner les pouvoirs aux régulateurs pour qu'ils puissent aller fouiller, disons, dans les systèmes d'information de ces géants numériques. Et il faut mettre en place ce qu'on a pu appeler avec Sébastien Soriano, donc le président de l'ARCEP, on a écrit quelques petits textes ensemble où on parle de régulation par la société, c'est-à-dire que les régulateurs sont là pour donner du pouvoir d'agir aux utilisateurs, pour leur donner des ressources, des outils, des nouveaux droits aussi, comme par exemple tout ce qui a été fait autour du GPD et de l'action de groupe, la possibilité des citoyens de pouvoir agir collectivement pour faire respecter leurs et donc voilà, c'est cette idée de régulation par la société. Il n'y a que maintenant aux utilisateurs qu'on va pouvoir équilibrer les forces entre ces géants du numérique et les citoyens. Voilà pour l'instant. Merci. Paola. J'ai un micro qui marche plus. Excusez-moi, j'ai le deuxième micro qui marche plus. Merci Paola. Donc vous pouvez le voir, il y a beaucoup de
sujet. C'est très complexe, mais ça a été, merci, c'est vraiment, j'ai pas grand chose à en dire, ça a été très bien abordé. Moi, j'aurais ajouté un petit côté sur la justice, qu'en fait, après, vous êtes parlementaire, donc vous avez une action législative, pas judiciaire, mais c'est vrai que on sent aussi que c'est un peu le parent pauvre dans le numérique. Mais sinon, voilà, tout est abordé. Assez peu suivi des données de santé, donc c'est très bien, ça nous fait le passage facile vers donc de l'intelligence artificielle. Donc, où en est-on des données de santé et qu'est-ce que vous en dites à Interop? Du coup, je vais commencer juste par un peu de background de bien. Je suis médecin, je suis anesthésiste réanimateur et informaticien. Et j'ai travaillé jusqu'à décembre dernier à la PHP, donc aux hôpitaux de Paris, dans ce qu'on appelle les entrepôts de données de santé, qui sont des lieux où on collige l'ensemble des données, on rassemble tout ça pour faire des analyses de la recherche. Je voulais revenir du coup sur les GAFAM. Les GAFAM, comme on parle de souveraineté, on est familier à cet acronyme, mais c'est du coup Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et donc ça, c'est la partie États-Unis. Donc à gauche de l'Europe, il y a la partie à droite de l'Europe, la Chine avec les BATX entre autres. Et c'est vrai que nous, on est pris un peu entre ces deux puissances de feu économiques. Et même si c'est vrai que moi pour les données de santé c'est Microsoft qui va donc en effet les États-Unis, mais vraiment l'Europe est prise au milieu de tout ça et n'a pas du tout les mêmes budgets que ces deux blocs. Sur le capitalisme de surveillance, c'est vrai que c'est important de comprendre dans toutes ces plateformes, quand vous êtes sur YouTube, sur Facebook, sur votre moteur de recherche favori, vous êtes, c'est ce qu'on appelle aussi le commerce de l'attention. Et donc le but c'est de rester le plus longtemps possible, de vous faire rester le plus longtemps possible sur ces plateformes et donc de vous connaître le mieux possible. Donc en vous cernant le mieux possible avec toutes les données que vous laissez, que vous émettez lors de vos navigations pour vous vendre de la pub. Voilà. C'est vraiment ce système. Donc c'est gratuit, mais en fait, qui paye la pub finalement, c'est les entreprises et vous de ces entreprises. Donc c'est pas gratuit totalement. Et donc pour revenir sur les entrepôts de données, nous la philosophie initialement, notamment aux hôpitaux de Paris, c'était de construire tout ça autour du logiciel libre. Et donc le logiciel libre a plusieurs avantages. Le premier, c'est que le code est facilement auditable. Donc on peut regarder le code, voir s'il n'y a pas de morceaux de code malveillants et le changer s'il y en a. Le deuxième avantage, c'est que on paye la force de travail, donc les ingénieurs, mais on ne paye pas des systèmes propriétaires, des licences. Voilà, donc on forme les individus, c'est renverser la logique. Le libre n'est pas gratuit, mais par contre, en tout cas, moi, ça me va beaucoup plus de payer des gens pour écrire du code que payer des licences avec du code obscur. Et donc, voilà, on s'est construit comme ça. Et l'avantage aussi, c'est qu'en fait, beaucoup de code est totalement libre et donc on peut être au niveau des plateformes américaines et chinoises prenant des morceaux de code un peu à droite à gauche et faire une plateforme d'analyse qui est comparable aux géants du numérique. Donc nous à l'AP, moi ce que je connais le mieux aux hôpitaux de Paris, on traite 11 millions de patients, il y a une cinquantaine de projets en cours, voilà, je veux dire ça fonctionne, c'est effectif, on y arrive quoi. Donc le constat d'échec que fait notamment Monsieur O parfois, qui est le secrétaire numérique, secrétaire d'État numérique, que les budgets de Microsoft et des géants du numérique sont tellement exorbitants et qu'on n'y arrivera jamais. Nous, avec une équipe de 5 personnes, on a réussi à faire quelque chose. Je pense que si on donne un peu plus d'argent, c'est le service public, hein, les hôpitaux de Paris, donc si on donne un peu plus d'argent, j'imagine que 11 millions vers 65 millions de patients, ça va être faisable et qu'on va y arriver. Donc ce constat, moi j'y adhère vraiment pas du tout. Et on a vu évoluer les choses avec le Health Data Hub. Donc déjà, on ne dit pas plateforme des données de santé en français, on dit Health Data Hub. Ça veut vraiment dire notre soumission à l'impérialisme américain, là pour le coup.
Et donc, on a participé longtemps aux discussions, on a été audité beaucoup de personnes, hein, et on pensait que le libre allait pouvoir, enfin qu'on allait pouvoir discuter. Et puis finalement, Microsoft a été rapidement mis sur la table, et donc là c'est vrai que nous on a totalement divergé. Deux choses sur ce choix-là, c'est que c'est totalement centralisé. Donc il y a un lieu où toutes les données vont être rassemblées. Et que c'est Microsoft. On parlait du Cloud Act. Et donc le Cloud Act, c'est une loi américaine qui permet à la justice américaine d'avoir accès aux données des serveurs américains, donc de Microsoft, même si les données sont hébergées en dehors de l'Union européenne, et sans que les citoyens soient des États-Unis. Même si les serveurs sont en dehors des États-Unis, donc typiquement dans l'Union européenne. Déjà, un juge américain, c'est pas exactement la même chose qu'un juge français. Un juge américain, ça peut être un shérif. Donc, on n'a pas le même niveau d'exigence de justice, déjà. Donc, c'est pas que la NSA. C'est pas que les services de renseignement, c'est la justice américaine aussi. Les services de renseignement, c'est la partie obscure. Snowden, qui est un lanceur d'alerte, a montré que la NSA, évidemment, utilisait les données. Ils les ont, autant les utiliser. Mais là, c'est même légal, le juge, enfin, voilà, c'est autre chose. Et du coup, au final, l'important dans tout ça, c'est de se rendre compte que les données, celui qui possède les données, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est des données de santé, mais celui qui possède les données a en fait le pouvoir sur le reste des personnes. Et donc là, en l'occurrence, qui possédera les données, c'est une entreprise qui s'appelle Microsoft. On a beau dire que les données sont stockées en France, les contrats que nous, qu'on a pu avoir, les données sont stockées. Initialement c'était en France, finalement c'est aux Pays-Bas, ça va être stocké finalement en France peut-être, mais surtout les données de transit, donc c'est quand le stockage c'est une clé USB que vous avez sur votre ordi, donc là on stocke les données, elles sont en Europe au Canada. Mais le problème, c'est que Microsoft ne garantit pas les données en transit, c'est-à-dire les données d'analyse. Donc, quand on veut faire une analyse, quand on fait une moyenne, une médiane, enfin, des choses beaucoup plus complexes. Là, les données vont sur un processeur, elles sortent de la clé USB, elles sont rapatriées sur l'ordinateur. Et là, Microsoft ne garantit pas que les données sont en Europe par contrat, je veux dire. C'est écrit et la CNIL le dit. Enfin, je veux dire, c'est très clair. Je parle de la CNIL, en effet, j'adhère au constat de peu d'effectifs. Le rapport entre le budget d'Adopi et le budget de la CNIL, je vous laisse chercher, mais il y a beaucoup plus de budget dans Adopi que dans la CNIL. Donc, ça aussi, c'est des problématiques, en effet, à soulever. C'est notre régulateur, on en a besoin, il faut lui donner les moyens. Et je terminerai du coup par ce que nous on fait au sein d'Interop, donc c'est de notre association, c'est du coup d'essayer de lutter des actions. Donc on a fait un référé liberté au Conseil d'État en juin dernier. Des réponses de la CNIL sont toujours en attente sur des sujets de pseudonymisation, peut-être qu'on y reviendra plus tard. Voilà, donc on attend des choses de la CNIL, et sinon c'est aussi de faire. Donc ça c'est la partie codeur informaticien. Donc on veut proposer des logiciels libres dans des environnements, parce que les données de santé, on ne fait pas n'importe quoi. Il faut des environnements, des serveurs, c'est pas votre ordinateur que vous mettez chez vous, quoi. Du coup, il faut un peu plus, et donc aussi de pouvoir fournir des machines avec un niveau de qualité et de sécurité compatible avec les données de santé, pour pouvoir mettre ces logiciels-là et les fournir aux médecins à la suite, et aux soignants, même pas les médecins, les soignants un peu en général. Et au final, parce que je ne sais pas si j'ai encore une minute, aussi, c'est il faut vraiment, je pense, à mon sens, l'important c'est d'incarner le changement même au quotidien sur ces enjeux-là. Et en fait, on peut faire tous un petit peu, par exemple, vidéoconférence, je ne sais pas quel logiciel on utilise, mais on peut choisir, il y a des équivalents libres de Zoom, Skype et d'autres logiciels propriétaires détenus par des GAFAM.
par exemple Big Blue Button, enfin il y en a d'autres, hein, Jitsi, etc. Et donc c'est vrai que c'est bien de montrer l'exemple, enfin en tout cas comme ça aussi qu'on se... Et il y a une autre association qui fait ça, Framasoft, qui aussi essaie de montrer l'exemple sur le logiciel libre, donc en proposant des je sais pas, un fichier Excel partagé, des documents partagés, un système de vidéoconférence partagé sur des serveurs en France, en Europe. Voilà. Donc on peut tous essayer de délaisser, de ne pas aller sur Zoom. Je ne sais pas aussi pour s'organiser, beaucoup utilisent WhatsApp. Je ne sais pas ce que vous avez utilisé. Mais WhatsApp, c'est Facebook. Le chiffrement de WhatsApp est perfectible, pour être poli. C'est les mêmes problématiques de Cloud Act, d'extraterritorialité des lois. C'est exactement... et ce qu'on utilise au quotidien, je n'en veux pas à un médecin d'utiliser Google Drive pour ses consultations et pour ses patients, parce que c'est ce qu'il utilise pour son quotidien de citoyen. C'est son Gmail. C'est sûr qu'un outil qu'on connaît, on utilise de mieux en mieux, surtout que les outils de ces grosses puissances sont faciles à utiliser. Donc au quotidien, on peut essayer de changer et d'impacter et de promouvoir tout ça de proche en proche, quoi. Merci. Merci beaucoup, Adrien. C'est à nouveau un approfondissement intéressant des sujets du numérique dans la société. Je vois qu'on a parlé beaucoup d'RGPD. La réforme générale sur la protection des données, elle protège en effet très bien les données des citoyens, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Ce qu'on trouve aussi souvent à la Quadrature du Net, alors dont je suis donc un des cofondateurs et qui, je précise parce que c'est important, on participe à des universités d'été, mais ça ne veut pas dire qu'on approuve ou désapprouve une ligne de parti, on n'est pas du tout, on est une association apartisane, c'est important. Donc je disais RGPD, c'est une loi qui donc, maintenant a été transposée en droit français, qui est très puissante pour la protection des données des citoyens. On a aussi d'autres réglementations qui s'appliquaient même déjà avant, comme la loi de 78 en France. Mais en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que ce que vous disiez depuis tout à l'heure, la CNIL est totalement impuissante parce qu'elle n'a pas le budget. Et puis on sent aussi que les présidents et présidentes de la CNIL qui ont été désignés ces dernières années ont toujours été désignés parce qu'ils n'allaient pas donner des crocs à ces autorités indépendantes. Et nous, ce qu'on constate, c'est que c'est bien d'avoir des lois multiples, mais finalement, si elles ne sont pas appliquées, ça sert un peu à rien. Donc c'est pour en tout cas un des principaux problèmes aujourd'hui de l'application des règlements dans le numérique, c'est que c'est juste pas appliqué. Faut savoir une chose, c'est que par exemple la RGPD impose à un acteur numérique de savoir qu'est-ce qu'il va faire des données qu'il collecte. On n'a pas le droit de dire je vais collecter des données puis je verrai plus tard ce que j'en fais, au cas où. C'est interdit, formellement. Tous les acteurs du numérique majeurs font ça. Il n'y a pas de punition pour l'instant aux mineurs, alors que RGPD permet d'avoir des amendes qui sont un pourcentage du chiffre d'affaires mondial consolidé de la structure juridique concernée. Donc ça peut être énorme. Il y a un autre problème avec RGPD, c'est que souvent ça oblige une territorialité de l'autorité indépendante. Donc typiquement, si on veut s'attaquer sérieusement à Facebook, c'est pas auprès de la CNIL qu'on va finir par le faire, on va devoir le faire auprès de l'autorité de contrôle des données irlandaise. Sauf que le gouvernement irlandais, ils ont mis à la direction de leur autorité des gens qui vont évidemment pas faire de mal à Facebook, parce que Facebook, ça représente quelque chose de non négligeable dans l'économie irlandaise aujourd'hui. Donc on sent qu'il y a des pouvoirs et des enjeux de pouvoir et des forces en présence qui sont terribles. Et donc, en effet, ça pose ces questions de souveraineté, mais vraiment de manière assez basique sur qui est-ce qui a le pouvoir dans ces histoires. Et donc, je suis très content que vous ayez un peu toutes et tous participé en parlant pas tant de souveraineté que d'autonomie des individus, finalement, du fait de dire on préfère que les individus, les citoyens, soient informés, soient cultivés numériquement, soient confrontés aux problèmes et les comprennent, pour pouvoir agir de manière beaucoup plus autonome. Donc ça je trouve que c'est vraiment un sujet intéressant. Après, ça nécessite d'avoir des régulateurs forts quand même, parce qu'en fait, quand on est un citoyen lambda, on ne peut pas s'attaquer à Facebook. Il y a un citoyen européen qui a réussi, il s'appelle Max Schrems, donc vous en avez peut-être entendu parler, il s'est attaqué à Facebook, il a fait annuler la première régulation européenne à travers le Safe Harbor. Là, récemment, il a fait annuler, quelques années après, la version 2 qui est Privacy Shield, enfin annulée en partie. Donc c'est des sujets sur lesquels des citoyens lambda motivés arrivent à faire bouger un peu les lignes, mais enfin, il faut quand même beaucoup de puissance. Donc on a à la fois besoin de citoyens formés aux usages du numérique
et à leurs enjeux, et de régulateurs forts. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Par contre, je n'étais pas tout à fait d'accord avec Paola sur la territorialité. J'entends qu'on essaie de retrouver un aspect mondial du numérique. Je trouve ça assez beau, et c'est vrai que c'est un peu les fondateurs de l'Internet essayer de faire quelque chose dans cette optique-là. Mais on se rend compte aussi que c'est aussi une version mondiale. Mais moi, je pose toujours la question quand on parle de oui, on veut abolir les frontières. D'accord, mais quel droit s'applique dans ce cas-là? Est-ce que c'est un droit très libéral américain? Est-ce que c'est un droit très protecteur social à la française? Est-ce que c'est un droit à la chinoise où il y a une espèce de pression sociale monstrueuse sur les individus? Enfin, c'est compliqué. Et donc, si on parle de non-territorialité du numérique, est-ce que c'est pour voir s'appliquer le droit US YOLO sur la liberté d'expression, où on peut avoir des propos racistes tout à fait, de manière tout à fait détendue sur la place publique? Donc voilà, j'aime bien quand même qu'on revienne à ces enjeux-là, parce qu'en fait, là-dessus, je rejoins Madame Corfield sur l'aspect, si on veut pouvoir défendre au quotidien des personnes racisées face à des insultes racistes ou antiféministes, ou voilà. Est-ce qu'on peut, comment on fait pour imposer aux acteurs du numérique une régulation sur ces objets-là? En France, on a eu récemment la loi Avia qui promettait de résoudre tous ces problèmes, sauf qu'elle faisait ça n'importe comment. Elle s'est pris le Conseil constitutionnel comme un qui censurait une bonne partie, ce qui est une très bonne chose, parce que ça imposait aux acteurs du numérique de censurer en 1 heure des contenus. Sauf qu'il n'y a pas d'intervention du juge judiciaire. Et à la Quadrature, on a toujours dit, nous, on veut bien d'une régulation, on invite à une régulation des acteurs majeurs du numérique, mais il faut que ça passe par un juge judiciaire. Parce qu'en fait, si ça passe par des décisions privées, de sociétés privées, enfin, je veux dire, c'est le pire de toutes les dystopies en film qu'on a pu voir dans notre jeunesse. Donc ça va pas le faire. Ça va porter atteinte aux droits, avant tout, des personnes racisées, des plus faibles, de ceux qui ont le moins réseau pour faire valoir leur masse face à ces acteurs, notamment une masse économique. Donc voilà, on voit qu'il y a des enjeux très vastes, mais aussi très complexes, et on essaie de retrouver un petit peu tout ça. Et je reprends 2 points que on a tous évoqués un petit peu aussi, c'est que, pareil, Paola a évoqué, le fait au niveau européen, on essaie tous de faire des Google européens. On a tous constaté que ça marche pas. Même avec Quant, on voit, c'est les clowns. Ça marche pas d'essayer de faire pareil que le pire qu'on connaît aujourd'hui. Je veux dire, c'est comme si aujourd'hui on essayait de faire un pétrole vert. Je veux dire, non, ça, juste si ça consiste à continuer à brûler des trucs qu'on sort de la terre et à produire du carbone, ça va pas le faire. Donc en fait, l'enjeu pour nous, c'est plutôt de retrouver, de favoriser des acteurs qui décentralisent l'Internet. Et si on reprend la souveraineté, je vais refaire un petit léus sur la souveraineté numérique, parce que c'est un sujet extrêmement vaste, et ça se situe à plein d'endroits. Paola a évoqué les matériaux, donc les terres rares qu'on cultive. Alors quand on dit rare, c'est pas rare du tout. C'est rare parce que c'est compliqué à extraire. Compliqué à extraire, ça veut dire que ça pollue beaucoup pour les extraire. Donc en fait, aujourd'hui, la plupart des terres rares, on en a plein en Europe, et même en France. C'est juste, on a choisi de faire la pollution en Chine, en Afrique, parce qu'en fait, c'est comme ça, c'est loin des yeux, loin du cœur. Les matériaux, c'est important. Il y a une deuxième couche auquel on pense jamais, c'est quels sont les pays aujourd'hui dans le monde qui sont capables de produire les devices qu'on a tous dans la poche. C'est-à-dire les processeurs, par exemple. Qui est capable aujourd'hui de produire des processeurs? C'est le cœur du nucléaire, c'est le cœur du réacteur, pardon. C'est comment on produit ces appareils-là. Il faut savoir qu'en Europe, il n'y a pas un pays en Europe qui a une usine capable de faire ce genre de matériaux, sauf la France, qui a une usine, ST Microelectronics à Grenoble, qui est capable de produire des processeurs. L'Allemagne n'en a pas. Il y a une usine allemande, mais elle est possédée par, je crois, l'Arabie Saoudite ou un truc comme ça. La France est le seul pays d'Europe à avoir cette souveraineté-là. Alors on n'est pas capable de produire peut-être ce genre de device, mais on est capable de produire des processeurs à 14 nanomètres. Après, il y a le problème des réseaux. Qui possède les réseaux physiques, les fibres optiques qui passent dans les rues, les réseaux qui passent dans le plancher océanique, les fibres optiques, qui possède ces réseaux-là? C'est aussi un enjeu de souveraineté colossal, parce que c'est là aussi où la NSA, les services secrets peuvent aller écouter, espionner les communications. Donc il y a des enjeux de souveraineté là, pour le coup, importants.
Donc il faut savoir que Orange en France possède des morceaux de réseau, Deutsche Telekom aussi, on possède des fibres qui font le tour de la Corne africaine, qui passent par le canal de Suez pour aller jusqu'en Inde et en Chine. Voilà, on a des infrastructures de ce type-là. Mais de manière plus locale, qui possède les fibres optiques et qui gère ces réseaux de fibres optiques? Est-ce qu'il y a de gros acteurs en France qui sont Bouygues, SFR, Orange Free, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Il faut savoir qu'il y a plein de petits opérateurs en France. Il y a des tout petits opérateurs professionnels comme Céleste ou Canet. Il y a plein de petits opérateurs associatifs comme la Fédération FDN qui regroupe plein d'opérateurs associatifs fournisseurs d'accès Internet. Donc on a déjà des choix. Donc en rappelant ces choix aux citoyens, on leur dit vous avez la possibilité de peser en allant choisir des acteurs de petite taille, des acteurs locaux, des acteurs autonomes, indépendants, qui vont vous aider à mieux reprendre en charge vos infrastructures. Ça, c'est le réseau. Après, il y a les services qu'il y a dessus. On a là beaucoup parlé des services, parce que c'est un enjeu important en termes d'économie de l'attention, en termes de lutte contre le harcèlement ou les problèmes de communication. Des services de type Google, Facebook, Twitter et les autres, YouTube. Il y a des services distribués. Des alternatives à YouTube aujourd'hui, il y a PeerTube que j'invite à utiliser, qui permet de voir des vidéos sans être soumis à la publicité et en n'étant pas chez un acteur majoritaire monopolistique comme Google. Donc voilà, il y a plein de services de ce type-là. Pour les alternatives à Twitter, on a Mastodon. Enfin voilà, il y a plein d'endroits où ça a lieu. Et oui, ça nécessite un effort parce que forcément, comme ces boîtes monopolistiques américaines sont arrivées avant nous, elles ont gagné la bataille. C'est le fameux winner take it all. C'est celui qui a gagné la première bataille, c'est lui qui a gagné la guerre. Mais en vrai, si on fait tous ce petit effort, on peut aller sur des systèmes plus distribués, plus décentralisés, où finalement la régulation se fait par les individus qui participent au réseau. Et donc il y a des petites îlots comme ça, avec chacun ses règles. Typiquement Mastodon, c'est un bon exemple. C'est du réseau à la Twitter. Mais chaque instance Mastodon, parce que c'est plein de serveurs qui discutent entre eux, où il y a fois 1000, 2000, 3000 personnes qui discutent, mais qui discutent aussi entre instances, chaque serveur peut avoir ses règles de communauté différentes. Donc il y en a qui vont être très liberté d'expression, open bar, faites ce que vous voulez. Il y en a qui vont être beaucoup plus sur on veut une communauté saine, donc si on a des harceleurs, on les fout dehors. Y compris, on empêche que les harceleurs de dehors, d'autres instances viennent pourrir la vie des hommes et des femmes et des blancs et des racisés du réseau. Donc voilà, il y a des réflexions comme ça, décentralisées, hyper intéressantes. Donc ça existe déjà. Donc voilà, dans le numérique, vous voyez, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de choses très compliquées. Je sais pas, je voudrais un peu, je sais pas s'il y a des questions par ailleurs, si les gens gèrent ça, je veux bien que vous nous les apportiez. Je vous écoute. Je vais vous passer un micro rapidement. Oui, sur la question du cyberharcèlement, alors il y a un phénomène sur Internet qui est très connu qui s'appelle l'effet Streisand, qui est en fait un effet de si jamais on essaie de censurer quelque chose sur Internet, en fait on lui fait sa promotion. Et sur la question du cyberharcèlement, notamment ce qui était prévu dans la loi Avia sur la censure, le risque étant qu'en censurant du contenu, on risquait en fait d'attirer encore plus de contenu harcelant, tel une hydre. En fait, on tue un troll, mais en fait, il y en a des milliers qui répliquent. Du coup, quelles sont les pistes aujourd'hui pour essayer de limiter le cyberharcèlement sans faire de la censure de contenu? Merci, c'est en effet très intéressant. Pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est l'effet Streisand. Ça vient de Barbara Streisand qui avait une super maison qui bétonnait une partie de la côte californienne. Et il y a un journaliste qui a pris une photo aérienne de sa villa et elle a voulu faire censurer la photo parce que elle ne voulait pas avoir cette espèce d'image de quelqu'un qui allait... qui construisait n'importe quoi, n'importe comment, et qui défigurait le paysage. Et en fait, en voulant la censurer, cette photo a jamais autant circulé que depuis qu'elle a voulu la censurer. Donc c'est ça qu'on appelle l'effet Streisand. Après, c'est toujours un peu compliqué sur la censure, empêcher les harceleurs de harceler, parce qu'en fait, il n'y a pas toujours un effet Streisand. Et faut penser aussi aux victimes. C'est-à-dire qu'en empêchant ces gens de nuire, on aide quand même les victimes. Mais là-dessus, je vais donner le point de la quadrature, puis après je vais demander à nos deux députés leur opinion là-dessus, parce que ça m'intéresse beaucoup, notamment au niveau de la création de la loi.
c'est pas pour nous, c'est pas pour moi en tant que Quadrature, c'est pas tant la censure qui m'intéresse, parce que je trouve pas ça un élément très intéressant, mais plutôt la judiciarisation. C'est-à-dire que si les harceleurs se retrouvent devant des tribunaux, et citoyens, sachez que ça existe. Si vous avez quelqu'un qui vous harcèle, qui vous insulte, qui fait des menaces de mort, vous pouvez déposer une plainte avec constitution de partie civile, faites-vous aider par un avocat, je ne suis pas avocat, auprès du procureur. N'allez pas dans un commissariat, ça ne sert à rien. Les plaintes, ça s'envoie par courrier. Si vous êtes au calme chez vous, vous faites votre plainte avec l'aide d'un avocat par courrier, vous envoyez ça au procureur. Et il n'y a pas d'anonymat sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement rare l'anonymat qui arrive à être conservé. Le juge peut demander à Twitter, Facebook de lever l'anonymat, d'obtenir l'adresse, le numéro de téléphone ou quoi au caisse de quelqu'un. Et à la fin, ces gens se retrouvent devant des tribunaux. Et il y a des affaires tous les jours là-dessus. Donc faites valoir vos droits là-dessus. Et donc je suis intéressé de l'avis des députés là-dessus. Oui, donc on a eu beaucoup de débats à l'Assemblée sur cette fameuse loi Avia. Le problème qu'on voyait sur le texte est que on était en train de donner la responsabilité aux plateformes de décider et de modérer a priori. Et donc il y avait voilà, un problème en termes de liberté d'expression. Donc l'idée, c'est qu'il faut toujours essayer de passer quand même par le pouvoir judiciaire. Évidemment, il faut plus de moyens aussi pour le pouvoir judiciaire. Et donc les deux dispositions qui ont pu passer le filtre du Conseil constitutionnel étaient celles auxquelles moi-même j'étais plus attachée, qui était la création d'un parquet numérique qui avait déjà été proposé par Axel Lemaire à l'époque, et donc où il faut voilà, qu'on ait vraiment des magistrats qui connaissent le numérique, qui soient outillés pour pouvoir aussi répondre à la masse de contenu qui arrive sur les réseaux sociaux. Et la deuxième mesure qui est restée était la création d'un observatoire des contenus haineux, qui va être hébergé par le CSA. Et donc là, l'idée, c'était d'analyser les données, les algorithmes, etc., pour voir comment est-ce que les contenus deviennent viraux, et avec des chercheurs, avec des associations et avec les régulateurs, pouvoir comprendre un peu mieux le fonctionnement de la viralité de ces contenus et arriver à trouver des façons de réguler qui soient plus techniques, plus précises et moins problématiques en termes de liberté fondamentale. Donc moi, je crois que c'est en approfondissant dans ces deux voies-là qu'on pourra trouver des solutions, plus que en donnant de façon aveugle la responsabilité aux plateformes pour qu'elles agissent par elles-mêmes. Merci. Madame Delbos-Corfield. Alors, on me dit qu'il reste 2 minutes, donc je vais faire très rapide. Je suis étonnée, parce qu'on a commencé à 31, mais pour commencer par le processus, je crois que dit, on a un problème humain, on a un problème effectivement de justice, on a un problème de police. Je redis que dans des États membres comme la France, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Royaume-Uni est plein d'États membres, mais les Pays-Bas, etc., en fait, l'arsenal législatif est complet. C'est plus la peine de continuer à faire des lois, on est juste en train de raconter aux citoyens à faire des lois qui vont régler leurs problèmes. C'est pas là. Il reste des lois dans certains pays de l'Est. Je veux dire, il y a des États membres où l'arsenal législatif n'est pas complet. Ça n'est pas en France, en Allemagne, etc. Il faut des moyens. Quand on porte plainte, et c'est exactement la même chose en cas de viol, en cas de harcèlement dans la rue, enfin, je veux dire, les femmes et les gens harcelés, la problématique, maintenant, elle est comment c'est pris en charge ensuite. Donc ça, pour moi, c'est très, très clair. Il y a vraiment la question de, à la base, parce que ça, c'est la fin du processus, mais à la base, c'est comment les algorithmes sont pensés, créés, travaillés. C'est comment on invite des femmes et des gens non blancs, etc., à être dans ce milieu-là, à travailler dans ce monde, des gens qui font les process, qui font les algorithmes, etc. Gros problème on est confronté, et que du coup, c'est créé que par des gens qui ne connaissent pas ces problèmes-là. Il y a la question vraiment aussi, effectivement, comme c'était dit, d'ouvrir le capot et d'avoir accès aux algorithmes. On ne sait pas aujourd'hui qu'un certain nombre de plateformes privées ou d'États sont en train de décider ce qui n'est pas bon. Il y a les moyens et il ne faut pas demander à tous ces petits, dont vous parliez, ces petits hébergeurs, etc. Google, aujourd'hui, il y a des tas d'associations, notamment féministes, qui sont pour cyberharcèlement, qui ont déjà eu des rendez-vous réguliers avec ces gros femmes pour il faut que vous fassiez et ces plateformes n'ont pas les moyens et on peut leur demander parce qu'ils ont les moyens humains. En revanche,
demander aux petits hébergeurs en 1 heure de faire le même travail, donc il faut aussi qu'on pense. Et puis, l'éducation est essentielle. Il y a vraiment la question de l'éducation, il y a la question de comment on éduque les jeunes, etc., à faire. Comment on éduque tout simplement nos sociétés à plus être machistes, racistes, etc. Et ça, c'est vrai dans la rue comme c'est vrai dans le numérique. D'ailleurs, je veux dire, tout ce qu'on pense pour le numérique, il faut évidemment le penser d'abord pour notre réel, si on fait confiance avec le virtuel. Je donne juste un exemple et je finirai là-dessus. C'est dans le cas de... On s'est beaucoup battu dans tous les États membres contre ces applications qui faisaient du tracing et on a eu raison. Mais moi, j'ai été surpris par la virulence de la société, de la résistance de la société là-dessus, quand en même temps, nos libertés de déplacement du jour au lendemain ont été fermées et on n'a rien dit. La première États membres, ça a été les frontières. On a été empêchés, certainement à raison parfois, toujours, et on n'a rien dit. Et par contre, la question de notre tracing numérique a été terrible. Donc, il faut toujours mettre ça en place. Nos libertés, dans tous les domaines, sont toujours importantes à défendre. Je suis complètement d'accord là-dessus. Merci beaucoup. C'était très pointu. Et d'ailleurs, à ce sujet, avec le recul, je ne sais pas vous, mais pour ma part, le Covid, je me rends compte que si on a confiné et que c'est passé comme une lettre à la poste, c'est parce qu'en fait, on avait un gouvernement qui avait l'air de ne pas vouloir le fait qu'il n'y avait pas de masque. C'est l'impression. Et c'est genre. Enfin, c'est. Bon, bref. C'était absurde. Mais par contre, plus tout ce qu'on voit numérique, en fait, ce n'est que le reflet du monde réel. Et donc, même au Parlement européen, à l'Assemblée nationale, finalement, tous les députés qu'on a connus, qui sont très dans le numérique, ils se rendent compte qu'il faut faire quelque chose en fait dans le pas numérique. Donc, donner des moyens, ça n'a pas l'air, mais ça a un effet positif sur l'économie numérique. Adrien, petite conclusion? Oui, je voulais renchérir sur les algorithmes. Il y a Aurélie Jean, qui est une codeuse, une développeuse et une entrepreneuse qui parle très bien des biais inhérents à l'algorithmique. En effet, derrière les algos, il y a des développeurs ou des développeuses. Développeurs en effet, donc il y a quelqu'un qui produit quelque chose, faire quelque chose, et qui a biais. C'est heureux des biais, parce que c'est ce qui fait qu'on est humain. Après, on peut aussi discuter, unique, voilà. Donc, c'est cool, mais par contre, on a des biais, il faut en être conscient. Pour finir, du coup, entre GAFAM, centralisation et décentralisation, mastodonte, je vais prendre une analogie avec l'alimentation et la nourriture. C'est un peu comme aller au supermarché ou à la map du coin. Les GAFAM, c'est facile. C'est comme le supermarché, on prend sa barquette, on va dans le micro-ondes, on cuisine son plat et on mange. On mange pas forcément quelque chose super nutritivement. C'est pas... Mais par contre, on a mangé et c'est ça. Et donc les GAFAM, et ces plateformes-là, c'est un peu le même principe. Et les petites plateformes ont des AMAP, c'est un peu compliqué. On découvre un légume qu'on ne connaît pas, on va chercher, pas sur Google, mais sur Quant ou sur DuckDuckGo, enfin d'autres, ce que c'est, et on apprend à le cuisiner et à progresser, à s'autonomiser. Merci beaucoup. On va conclure là-dessus. Merci infiniment. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Et sinon, on continue sur Internet. Merci à tous et à tous. Voilà, merci Gwendoline, merci. Et à bientôt. Au revoir.